Mais est-ce que tu es heureux déjà? Avec un gros burn-out, perdu 160 000 euros en 2 ans, quoi. Alors on y va, on brûle de l'argent là. Ouais. Le conseil de Thomas Fantini. Il y en a ras-le-bol, quoi. C'est nous qui payons pour les autres alors qu'ils nous gèrent mal. C'est une des premières guinguettes de Toulouse. En 2004, je savais pas lire. Non, je suis pas obligé de le dire, mais... Bienvenue à tous dans Aneto, un média où on accueille des entrepreneurs toulousains, où ils nous racontent leur histoire, leur parcours, leur sommet. On est disponible sur plusieurs plateformes YouTube, mais aussi des plateformes podcast, comme celle d'Apple, Spotify, Deezer ou celle d'Amazon. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Thomas Fantini, qui représente dans le secteur toulousain environ une quinzaine de maisons, une quinzaine de restaurants, environ 20 millions de chiffres d'affaires sur le groupe entier, 200 employés à peu près. Il a construit son univers de restauration depuis quasiment 2002, si je ne me trompe pas, je suis à peu près sur les bons chiffres. Bon. Et il s'est associé avec La Dépêche sur le Bibent, avec aussi Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, sur par exemple Ernest, au stade. Et on est ici dans l'un de ses premiers restaurants qui, à mon sens, représente... c'est la fondation. Plutôt bien, c'est la fondation, c'est la Pergola à l'Ardenne. Ouais, c'est ça. Donc merci de venir sur notre média. Merci à vous, merci Robin. Et voilà, donc le but du jeu, c'est de pouvoir discuter ensemble de ton parcours, de ton ascension, tes sommets, etc. Donc moi, j'aurais voulu savoir, déjà pour amorcer tout ça, parce que moi, je pose beaucoup de questions, mais parfois, il y a des questions que tu aimerais qu'on te pose, mais qu'on ne te pose jamais. Et moi, j'aimerais savoir quelle est la question que tu aimerais que je te pose et à laquelle ça te démange de répondre. Mais est-ce que tu es heureux déjà? Bah écoute, ouais. Tu vois, la première question qu'on devrait me poser, c'est est-ce que tu es heureux? Et je suis grave heureux, en fait. J'ai une super histoire, j'ai des équipes énormes, j'ai un parcours qui est plutôt bien, et professionnel, et après dans les syndicats où tu arrives à la présidence du MEDEF, c'est quand même quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et j'ai une vie perso avec ma fille, mes amis et tout, qui est extraordinaire, donc je suis heureux. Voilà la question qu'on me pose jamais, mais je le dis, je suis heureux. Ben, c'est magnifique parce que je pense que c'est la chose la plus importante, je pense, dans la vie, quand même, dans la vie. Et là, tu es heureux maintenant, mais je pense que ça n'a peut-être pas été non plus toujours le cas. Il y a eu des échecs, comme je pense la vie de à peu près tout le monde. Et j'aimerais commencer aux fondations, à la base. Toi, de ton côté, tu étais comment quand tu étais petit? Tu étais turbulent, bon élève, pas bon élève? J'étais catastrophique. J'étais catastrophique. Non, j'étais catastrophique. J'ai jamais été très passionné par l'école. Je m'emmerdais même. Et donc, j'avais pas des bons résultats. J'ai redoublé souvent, j'ai changé d'école et tout. Et jusqu'au moment où on m'a dirigé vers une section un peu plus commerciale. Et là, je me suis éclaté. Je me suis retrouvé dans un univers qui me plaisait beaucoup. Je me suis retrouvé à l'aise. Et puis, ça a été plus simple, plus facile. Et je me suis dit, ta voix, elle est là-dessus, quoi. Mais non, mais gamin, c'était chaud. Ok. Et à table avec tes parents, parce que la table, quand même, c'est quelque chose qui te représente bien, je trouve. Est-ce que ça parlait un peu d'argent ou est-ce que ça parlait business ou pas du tout? C'était quelque chose de très tabou. J'aime bien savoir d'où on part. Non, ça parlait pas du tout d'argent. Ça avait des belles affaires. Mes grands-parents avaient monté de belles affaires en restauration ou dans des gravières. On avait des gravières du côté paternel. Ma mère était commerçante. Ça parlait pas du tout d'argent. Ça parlait un peu business, mais pas tant que ça. Par contre, je les voyais naviguer, moi. Je les voyais naviguer dans leur boulot, je les voyais faire, je les regardais beaucoup et c'était quelque chose qui me passionnait quand même. C'est inspirant? Ouais, c'est inspirant. Tu vois, mon père gérait, à l'époque, était secrétaire général des voyages Fram. Donc, il gérait beaucoup de monde et tout. Et ce côté management, gestion, m'intriguait, me plaisait beaucoup. Et j'étais assez admiratif de ce qu'il faisait. Chacun à leur niveau, hein. Une grosse boîte pour mon père, du commerce pour ma mère. Et je me disais, je me sens à l'aise là-dedans. Et après, on faisait des grandes tablées, on était on se retrouvait beaucoup en famille, avec les amis. La table, c'était important, tu vois, c'était des moments de partage prioritaires. Et où justement, on oubliait le boulot. Ok. Et si je me suis bien renseigné, il y a une histoire avec ton oncle Tony. Et j'aurais aimé savoir ce que c'était parce que je trouve que sur les différentes interviews qu'on trouve de toi sur le net, ça va pas assez au fond des choses sur cet oncle Tony, alors que j'ai l'impression que c'est ça qui déclenche. Ouais, c'est complètement ça qui déclenche. Tony, c'est le frère de ma mère, donc, et qui est pour moi une des références de la restauration à Toulouse. J'ai toujours été super admiratif de lui. Il m'a appris ce métier-là. Et puis il m'a donné la passion de ce métier-là. Il m'a présenté beaucoup de monde, ce qui m'a beaucoup aidé en suivant.
Et c'est le premier qui a dit, très jeune, qui m'a dit Thomas, t'es fait pour ça. Cherche pas, t'es fait pour ça. Et donc, tu vois, moi, j'ai un peu fui quand même. J'ai fait des études de commerce, je suis allé travailler dans des boîtes, dans les cosmétiques, en grande distribution. Et à chaque fois, il m'a ramené. Tu vois, viens m'aider, s'il te plaît. Tiens, il me manque quelqu'un, viens. Et à chaque fois, il me picousait et il m'a donné l'envie d'y aller. Donc, il m'a pris avec lui sous son aile, il m'a présenté tout le monde, il m'a fait appris ce métier-là, il m'a mis en cuisine, il m'a mis en salle. Et il m'a toujours dit, tu vas réussir dans ce métier-là. Donc, c'est vraiment mon mentor sur la restauration, c'est vraiment quelqu'un qui compte. Et au-delà de ça, on a un lien familial qui est très fort, on est très proches, on se voit beaucoup, on parle beaucoup aussi. Et on est resté très, très proches. Il est comment, du coup, Tony, si on doit l'imaginer, si on doit écrire, on va dire, un persona de Tony? Tony, c'est le personnage de la restauration. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le resto, tu rentrais chez Carmen, tu voyais Tony de suite, il savait t'accueillir, c'était les bras ouverts, il connaissait tout le monde, il était sur le produit. Donc, il maîtrisait vraiment toute la chaîne du métier, ce qui est très rare. Et puis, la longévité, ça a duré de 81 il a fait jusqu'à 2020, il a travaillé, quoi. Et sans s'arrêter, c'était midi, soir. Moi, pour moi, ça a été un exemple, quoi, des modèles. C'est vraiment un modèle. Et toujours le sourire, la banane, toujours bien habillé. Et voilà, je trouvais ça très classe, tu vois, ça m'a impressionné, ça. Et du coup, tu essayes de garder ça pour un peu lui faire honneur, ce côté-là où tu dis, il faut que j'ai la banane. Est-ce que c'est une obligation pour toi d'avoir la banane tous les jours? Ben, je la banane naturellement parce que j'aime ce que je fais, j'aime voir les gens, j'aime les recevoir, j'aime les voir heureux. J'aime ce métier-là, honnêtement. C'est pas une obligation pour le coup, c'est naturel. Par contre, je suis très respectueux de l'histoire de mes familles. Déjà de mes grands-pères, pour que j'ai une admiration extraordinaire pour ce qu'ils ont fait. Ma mère, mon père, mon oncle Tony, voilà, c'est des gens pour qui j'ai envie d'être à la hauteur, de laisser aussi une belle trace comme ils l'ont fait, qu'ils soient fiers de moi et ça c'est important pour moi. Et tu vois, après la transmission à ma fille aussi, où j'ai envie qu'elle soit fière de l'histoire de son père, de ce que j'ai fait, du nom qu'elle a et tout. Donc voilà, tu navigues avec ça un peu dans ta vie et donc ça te recadre souvent quand même. Et il y a souvent ce truc-là, je trouve, chez les chefs d'entreprise qui ont déjà eu des parents qui ont réussi, ce truc-là de ne pas décevoir et d'être vraiment à la hauteur. Parce que quand on parle de, on va dire vraiment, rien du tout, ses parents sont vraiment pas du métier et n'ont jamais créé d'entreprise, il y a, je pense, une pression en moins de se dire, bon, il faut que je réussisse, mais au pire, bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté pression de, putain, mes parents, ils ont réussi, faut que j'y sois? Ouais, sans doute. Tu vis avec la pression des histoires aussi, tu vois, des noms, des histoires. Moi, gamin, ça a été compliqué. J'avais un nom où tous les anciens qui avaient connu les gravières de mon grand-père Fontini, ils me parlaient que de ça. Une famille Carmen qui avait un resto où tout Toulouse allait. Donc, tu vis avec cette pression-là. Un père qui avait réussi aussi, une mère qui existait vachement. Donc, tu vis avec ça, avec cette peur, avec cette pression qui te fait dire, toi aussi, tu dois y arriver, tu dois y arriver. C'est peut-être pour ça que j'étais en rébellion gamin dans l'école, où je me ressentais pas à l'aise parce que peut-être trop de pression, peut-être pas l'envie d'y aller trop vite, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et donc j'ai fait traîner jusqu'au moment où je me suis senti à l'aise et capable d'avancer là-dedans et de pouvoir écrire mon histoire aussi. Et puis après, tu vis avec l'envie de faire ton histoire et d'avoir ton nom à toi, d'être quelqu'un aussi. Et c'est peut-être le jour, les libérations, c'est peut-être quand tes parents te disent bravo, je suis fier de toi. Ouais. Et là, tu te dis, ah, je peux passer le cap d'après, ça y est, j'y suis arrivé. Ouais, là, tu as une petite larme à l'œil. Ouais. C'est important, tu vois. On n'est pas Enfin, ma mère est très expansive, elle est côté espagnol, donc tu vois, mais mon père est italien, il est moins expansif. Mais il me l'a écrit, lui. Un jour, il m'a dit bravo, c'est top ce que tu fais, je suis fier de toi. Et ça, c'est des moments de libération où tu dis allez, là j'y suis, là. Et là, tu accélères. Et là, tu accélères. Ouais. Et donc, tu m'as dit que tu as commencé dans la cosmétique. Ouais. Si je ne me trompe pas, Oui. et si j'ai bien bossé, tu as commencé chez Chanel. On commence chez Chanel. Bon, on est au top niveau, niveau quand même à faire en France, etc. Pourquoi on y va? Est-ce que c'est par rébellion de se dire non, je vais quand même pas faire de la restauration comme tout le monde, comme toute ma famille? Est-ce que je vais sur autre chose exprès ou est-ce qu'il y avait un côté passion de ce côté luxe? Ouais, il y avait un côté passion du luxe. En fait, le luxe m'impressionnait. Et m'attirait vraiment parce que je me disais, quand tu as les codes du luxe, c'est que tu es dans le détail et tu es vraiment dans l'exigence. Donc ça me plaisait beaucoup. Et j'avais mon beau-père qui travaillait chez Bourgeois, qui était une boîte de Chanel. Et du coup, j'ai postulé, sans le dire à personne d'ailleurs. J'ai postulé et j'ai été pris. Et comme on n'avait pas les mêmes noms, personne ne savait que c'était moi. Okay. Et donc, je me suis retrouvé dans la branche Chanel et j'ai fait aussi de la grande distribution. Okay. Et là, je me suis formé, tu vois, à l'exigence de la négociation, à la dureté de la négociation, d'ailleurs, à la grande distribution.
à l'importance des ratios, des KPI, de tout ce qui est strat. Et ça m'a nourri pour la suite, tu vois, dans mon parcours de Tu as été professionnel. formé à gérer du coup un gros groupe Ouais. derrière. Et au marketing, parce que Chanel, ben, c'est la classe du marketing, tu vois, c'est le top, avec la valorisation de tout ce que tu fais, de tous les produits, mais même des équipes, l'exigence sur toi, ta tenue, comment tu présentes, comment tu parles. Et donc tout ça m'a nourri pendant 2 ans et demi, j'ai vraiment grandi avec eux. J'ai appris énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, le parcours que j'ai eu, c'est aussi dû à Chanel, quoi. Et du coup, c'est à quel moment que tu te dis, bon non, en fait, ça va pas être ça va pas être Chanel, ça va être le Varsi. C'est pas le Varsi au départ, c'est mon oncle Tony Carmen qui m'appelle et me dit Thomas, je suis en galère. Tu vois, il m'a rattrapé. Donc il te rattrape dans ses restaurants et après tu vas lancer tes Ouais, affaires. ouais, ouais, il me rattrape, il me dit je suis en galère, il me manque du monde, tu peux venir une semaine. Donc je prends une semaine de vacances et je vais là-bas. Et là, à la fin, il me dit Thomas, mais quand est-ce que tu vas déclencher? T'es fait pour ça. Et là, je commence à réfléchir. Parce que chez Chanel, tu étais beaucoup sur la route et tout ça, donc tu avais des moments vides. Et moi, je t'avoue que je suis pas. Je suis un hyperactif et j'ai besoin de monde autour de moi tout le temps. Et ça me manquait. Et là, j'ai réfléchi, je dis, OK, je vais avec toi, mais par contre, je veux passer par tous les métiers. Donc, il m'a mis en cuisine, il m'a mis au bar, il m'a mis en salle, il m'a mis partout. Il m'a appris la gestion, des achats. On allait acheter chez les bouchers, dans les labos, les viandes et tout, en entier. Et j'ai commencé chez Carmen pendant 4 à 5 ans, avant d'ouvrir le Varsi en 2002. D'accord, ok. Ah oui, donc tu as fait une formation de 4 à 5 ans. Donc on peut dire que tu es ingénieur en restauration. Ouais, c'est ça, presque. Presque, ouais. Ok, Ouais. ok. Enfin, je suis ingénieur, je suis devenu plus tard, en fait, parce qu'il faut du temps, il faut de l'expérience dans ce métier. Mais il m'a bien formé, en tout cas, là. Il m'a vraiment bien formé. Ok, et donc du coup, le Varsi c'est ton premier en 2002. Est-ce qu'il y a des doutes à ce moment-là? On se dit, bon là, quand même, on quitte Chanel avec un salaire, je suppose, qui doit être super confortable. Et là, on se lance dans l'aventure de l'entrepreneur où le salaire, bon, il faut se le construire. Ouais, alors déjà, quand je quitte Chanel et que je vais chez Carmen, où tu redémarres à zéro, je redémarre au SMIC à l'époque. Je me souviens, c'était 6 000 francs. C'est-à-dire, c'était en 98. Bah déjà, tu as des doutes. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ça va être le bon parcours et tout? Et en même temps, je me dis, mais par contre, maintenant, tu as fait ce choix-là. Si tu lâches Chanel pour aller là-dedans, mais ta vie, elle est là. Et donc, chez Carmen, je passe vraiment du temps à apprendre, à rencontrer les gens. Tu vois, j'avais des petits bouquins où je notais tout sur les clients. Enfin, je me suis vraiment préparé à ça. Et en 2002, mon cousin qui était en formation chez Bocuse revient chez Carmen. Et là, je dis, bah, il n'y a pas la place pour deux non plus. Donc, je vais faire mon histoire et j'ouvre le Varsi. Mais j'ouvre le Varsi sans rien. Peu d'argent, pas trop, ce que j'avais économisé de Chanel. Mon père m'aide un peu, honnêtement. Et là, t'ouvres et au démarrage, pas grand monde. Tu vois, tu sors de chez Carmen où c'est gavé tout le temps. Et t'es pas très loin, mais il n'y a pas grand monde. Le Varsi, c'est combien de tables en gros? Le Varsi, c'est 40 places. On était deux. J'étais en cuisine à l'époque. Il y avait Eric, qui est mon directeur de la Pergola. Ok. Oui, qui nous a offert les cafés d'ailleurs. Ouais, ben, Eric était là en salle. On a commencé à deux, tu vois, sans trop de moyens, sans trop de tables, sans trop de clients aussi. Et puis ça a pris. On a mis du sérieux, on a mis de l'envie, on voulait faire plaisir. Et puis ça a commencé à venir. Ça a commencé à prendre. Et c'est devenu un bel établissement qui a bien cartonné, qui avait de belles références, avec aussi plein de. Tu vois, les sportifs, le rugby, le TFC, tout le monde nous a aidés, le stade, le TFC, tout le monde est venu, Montauban. Tous les clubs, tous les sportifs venaient nous aider. J'avais ce réseau-là de sportifs. Et puis tous les anciens clients que j'avais chez Carmen qui sont venus m'aider aussi, le petit coup de main, tu vois. Et on a pris. On a eu des people et tout. Et puis on s'est fait une autorité en très peu de temps. Ça a explosé très vite, quoi. Oui, parce que tu connaissais ces sportifs. Parce que si j'ai bien bossé aussi, tu étais à sport au Stade Toulousain. Alors, donc ça a dû jouer. Ouais, on en parle beaucoup de ça. Mais honnêtement, c'est un passage rapide dans ma vie. Et puis, je suis rentré en espoir, mais après, ça ne veut pas dire que tu joues aussi. Hein. Ouais. Attention. Hein. Je suis rentré en espoir, mais moi, le rugby, c'était un truc de copain. Donc, je n'ai pas forcément joué en espoir. Il y avait une réserve à l'époque. Je jouais beaucoup à la réserve. Mais par contre, j'ai fait mes meilleurs potes. C'est un état d'esprit de rugby qui me plaît beaucoup. Je duplique l'état d'esprit, le management du rugby dans mes affaires aussi. Tu vois, cet esprit d'équipe, de solidarité, de combat. Donc les valeurs du rugby m'ont beaucoup nourri et le stade est une maison qui te marque à vie, même quand tu n'as pas joué ni à une ni à un sport. Ça te marque à vie, quoi. Et je suis assez fier d'avoir pu partager ces moments-là avec eux, quoi. Ok. Et donc du coup, le Varsi, tu l'ouvres. Et 2 ans après, donc en 2004, tu viens ouvrir là où on est présent aujourd'hui, la Pergola. Ouais. Pourquoi 2 ans après? Est-ce que le Varsi, ça a tellement bien marché que ça? Parce qu'on sait que quand même pour ouvrir un deuxième établissement 2 ans après le lancement du premier, c'est que normalement, ça a bien bossé.
et que les banques font confiance. Comment ça se passe et pourquoi? Alors, ça se passe que déjà, j'avais fait une formation à école de commerce. Et quand je me suis mis dans la restauration, après Chanel, j'avais appris beaucoup de choses. Et quand je me suis mis dans la restauration, je me suis dit, tu vas monter un groupe. Tu vois, j'avais déjà cette vision de groupe avec des logos dupliqués, des achats centralisés. Tu vois, j'avais fait mon planning. Et en fait, j'habitais l'Ardenne et je voyais la Pergola, qui était une vieille institution très connue. Tout le monde allait à la Pergola sur l'Ardenne. Je la voyais chuter. Et j'ai dit à mon père, écoute, là, il y a un truc à faire, il faut reprendre la Pergola. Moi, j'ai l'argent pour le fond, mais j'ai pas l'argent pour les murs. Le Varsi cartonné. Et donc, avec mon père, on est arrivé, on a pris la Pergola. Et donc, pendant 2 ans, pour être honnête, on a géré Pergola et Varsi. Et là, soit, tu vois, tu es trop jeune, soit tu manques d'humilité. Mais la Pergola, on a perdu un fric fou, ça n'a pas marché. Ah ouais? J'ai pas pris le temps qu'il fallait, j'ai pas su trouver le truc pour que... C'était un restaurant où il y avait beaucoup de personnes âgées, et moi j'arrivais comme un jeune, avec des codes de centre-ville, de jeunes, et puis voilà, ça marche pas comme ça en fait. Chaque zone a une clientèle bien distincte, a une capacité d'attractivité bien distincte, et donc il faut adapter aussi son offre. Et moi je suis arrivé avec vachement de manque d'humilité et pas assez de sérieux pour le travailler correctement. Et donc en 2006, j'ai vendu le Varsi parce que ça marchait bien, je l'ai vendu, et j'ai mis l'argent du Varsi ici pour redémarrer à zéro. Mais parce qu'il n'y avait pas Airbus à l'époque à côté? Si, il y avait Airbus, mais tu sais, il y avait d'autres restos aussi. Et puis ben, un restaurant, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une ambiance. Il faut le guide, le leader qui va animer, qui va accueillir, qui va surveiller ton service et tout. Et moi, je pense que j'ai pas été assez rigoureux. Et donc, j'ai pas assez supervisé les équipes, j'ai pas assez supervisé la cuisine, j'ai pas assez supervisé l'accueil. Et donc, j'ai pas assez personnalisé mon truc pour le démarrer. Et donc voilà, et donc on a patiné pas mal et jusqu'à perdre beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, je Beaucoup, te on dis, peut dire combien c'est ou pas du tout? ah ouais, j'avais perdu 160 000 euros en 2 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Donc là, on y va, on brûle de l'argent là. Voilà, Ouais. on brûle de l'argent jusqu'au moment où ben, tu peux plus payer, donc tu vends l'autre et tu remets l'argent ici, mais tu redémarres à zéro. 0-0, c'est-à-dire que je ne me suis pas payé pendant des mois. Ouais. Donc en fait, tu croyais vraiment à la pergola, tu croyais dur, parce que je suppose que pour vendre le Varsi qui faisait du cash, c'est-à-dire qu'ici, il y avait quelque chose à jouer. J'y croyais dur parce que je voyais bien qu'on avait de plus en plus de mal à se garer dans le centre-ville. Les terrasses étaient petites et ben, ça chauffait l'été. Que c'était important de travailler le B2B, les entreprises, et que la surface du Varsi était trop petite. Et ici, il y avait tout. Il y avait une grande surface, il y avait du parking facile, il y avait une grande terrasse, il y avait un matériel cuisine énorme. Donc il y avait tout. Donc si tu veux, à un moment, je me suis dit, bon, mais en fait, si tu veux faire du volume, si tu veux faire du chiffre, et si tu veux construire quelque chose, fondation solide, c'est le lieu parfait, quoi. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et donc il a fallu trouver le mix entre la clientèle du quartier un peu âgée, familiale, qui venait manger ici, mais aussi tous les jeunes du centre-ville à faire venir avec un côté très festif. Donc tu vois, j'ai fait des soirées DJ, j'ai fait plein de choses, j'ai fait venir plein de monde pour animer et le rendre un peu. C'est une des premières guinguettes de Toulouse, il y avait l'Envol et nous, quoi. Ah ouais? Mais oui, Ah, à l'époque, c'était ça. mais Parce que oui. moi, à l'époque, du coup, en 2004, je savais pas lire Ouais, c'est encore. ça. Donc, si tu veux, T'es obligé de le dire, ça? Non, je suis pas obligé de le dire, mais Tu l'as dit. mais tu vois, tout le monde se rend pas compte de ce que c'était aussi la Pergo à son Ouais. début, parce qu'il y en a des plus anciens qui vont savoir ce que c'est. Et encore, je pense que quand tu as 35 ans, tu savais peut-être même pas ce que c'était encore la Pergo. Et puis aussi pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont pas de Toulouse, ne connaissent pas en fait l'institution que c'est. Ouais, ben en fait, la Pergo, si tu veux, j'allais beaucoup à Saint-Tropez quand j'ai même travaillé là-bas. Et en fait, je faisais venir mes potes, DJ, personnalités de partout. Ils ont tous déboulé ici. On a fait des grosses soirées, ça a été très festif. Et en fait, c'était vraiment une guinguette. C'était les premières guinguettes avec l'Envol et nous, où ben, c'était tout le temps plein. Il y a musique à fond tout le temps. Et ça a cartonné comme ça a démarré comme ça, quoi. Ok, et du coup, comment après ça se passe, les rachats des futurs restaurants? Parce que après la Pergo, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'accélération, au moment où ça a vraiment bien Mm. fonctionné, une espèce d'accélération de rachat, de création, avec plein de business aussi, un côté traiteur. Il y a plein de choses qui se passent, j'ai l'impression. En fait, je te dis, pendant de 2006, quand je me suis mis ici à 100% jusqu'à 2008-2009, j'ai beaucoup bossé, je me suis pas tout le temps payé, mais par contre, j'ai travaillé sur la fondation et j'en ai fait une belle machine de garde. Et ça a cartonné, ça a monté, et puis là, tu commences à faire de l'argent. Et là, je me suis dit, bon, mais là, maintenant, tu as une belle fondation, c'est prêt, c'est ancré dans Toulouse, donc tu peux commencer à développer.
Et mon idée a toujours été de dire, il faut qu'en fait, on puisse manger pergo, dormir pergo, grignoter pergo, debout, assis. En fait, tu vois, il fallait connaître tout le spectre de la restauration. Et donc, très vite, j'ai commencé à bosser sur d'autres concepts. Un concept hôtellerie, un concept snacking, à l'époque, pergo. Et en 2010, c'est Mika Mers, qui a le Sporting Village à Toulouse, qui m'appelle et qui me dit écoute, on a un resto, ça marche pas trop, l'hôtel non plus. Est-ce que tu peux t'associer avec moi et y aller? Et j'ai dit écoute, on y va. Et on démarre comme ça le développement, avec d'abord Michael Mers sur le Sporting, on fait hôtel et resto. Ok. Puis après, j'ouvre Paix et Pergo à Naïou, au village des Marques. Oui. Puis on ouvre un autre à la Belge, puis j'ouvre un resto à la Belge. Et puis je continue comme ça à développer et restauration, et snacking et hôtel. À la Belge, t'as quoi? T'as le bouillon toulousain? J'ai le bouillon toulousain à la Belge, c'est tout maintenant. C'est tout? Oui, Ouais. en ce moment. Ok. Voilà. Et avant, il y en avait 2. Et tu as aussi le bouillon toulousain, si je ne me trompe pas, à l'hippodrome. À l'hippodrome, tout à fait, ouais. Ouais. Et qui marche très fort. Et donc voilà, on commence à développer comme ça à fond. Et donc on arrive même, on a une franchise à Albi, on a plein de restos à Toulouse, des hôtels à Bruguière, partout. T'as quoi comme hôtel dans l'esprit à Bruguière? Pareil, j'avais fait un truc qui s'appelait Pergotel, donc les mêmes décos partout. Et tu vois, j'avais optimisé tout. C'était comme les systèmes de franchise, c'est-à-dire c'était les mêmes décos, les mêmes tenues, les mêmes achats. J'avais tout centralisé, donc tout optimisé, tu vois, tout ce que j'avais appris chez Chanel et Bourgeois en fait. Donc j'avais tout optimisé. Et donc ça cartonnait, et puis on dupliquait. Et en 2015, j'ai même ouvert à Paris, une pergola, rue Mazarine. Et en 2015, je voyais bien qu'on perdait les groupes d'entreprises. Et que les groupes d'entreprises, il y avait plein de salles de réception qui s'étaient montées. Et elles allaient de plus en plus, les entreprises allaient de plus en plus dans les salles de réception et les traiteurs. Et donc là, j'ai dit, ah, là, il y a un changement de mentalité, il y a un changement de consommation. Donc j'ai vendu les hôtels et j'ai racheté Scandi Traiteur, qui a été mon démarrage en traiteur. Ok. Ça, c'est en 2015. Pour un rachat final en 2018. Et après, 2019, il y a eu Ernest avec le Stade Toulousain. Et puis 2020, Covid. Et après 2020, là, par contre, il y a eu une autre phase aussi de construction assez forte. Ok, d'accord. Ce côté-là où on s'associe avec Didier Lacroix, comment ça se passe? Parce que c'est quand même un personnage toulousain très connu, emblématique, connu, j'ai envie de dire, presque partout en France, quand même, maintenant, vu les performances. Comment ça se passe? Parce que ça reste quelque chose d'assez sympa. Alors d'abord, tu t'associes à le Stade Toulousain. Ouais. Et puis Didier gère le stade, et donc forcément, c'est lui la personne morale, physique, pardon, qui est à tes côtés. Didier, c'est une histoire d'amitié déjà. On se connaît depuis longtemps, on est très proches, on s'entend très bien, on a souvent les mêmes passions. Bon, quand tu es comme ça, ami et tout ça, tu as envie de vivre des histoires en fait. Et en 2017, Didier reprend le Stade Toulousain, qui était dans une période très compliquée, honnêtement, et sportivement et financièrement. Et là, il appelle plein de potes à lui, qui ont joué ou pas joué, pour essayer de reconstruire ce club. Et chacun dans sa compétence. Donc ça va du mec qui fait du numérique, au mec qui fait du social, au mec qui fait de la restauration comme moi. Et il essaye de créer une task force comme ça pour relancer le club chacun. Et on crée, et là, il me dit, mais fais-moi toute la politique F&B du club. Qu'est-ce que c'est le F&B pour ceux qui Le connaissent food pas? and beverage, c'est tout ce qui est alimentation et boisson. Ok. Donc les buvettes, la brasserie, et j'ai créé la bodega pour le stade. Et tu travailles en amitié là, c'est pas payé quoi, tu travailles en amitié. Et donc on a créé la bodega, on a revu un peu le fonctionnement des buvettes, on accompagne aussi la brasserie à ce moment-là. Tout le monde a travaillé pour que le stade prenne ses lettres de noblesse, et le stade a la chance d'avoir un président comme Didier Lacroix, je le dis, haut et force, qui est un mec qui connaît le rugby, qui est un mec humainement énorme, passionné, qui pourrait crever pour son club, et qui s'est donné à 10 000% pour le remonter, et qui nous a tous fédérés d'ailleurs dans ce projet-là. Voilà comment ça passe. Et en 2019, ils avaient une boutique en centre-ville qui leur coûtait cher, qui vivotait, qui était vide. Et du coup, il me dit, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, écoute, on va faire un Ernest. Sauf que là, on prend les gilets jaunes au bout d'un mois. Ouais. Et tu sais, c'était juste à côté, donc tous les jours, on était bloqués, et on rate le lancement. Et au bout de 6 mois, j'ai dit, écoute, laisse tomber, on va ailleurs. Il me dit, moi j'ai un projet sur la Seine-Denis avec le golf. Fais-moi un resto là sur le golf. Et voilà comment on lance Ernest avec le stade. D'accord. Et qui n'était pas du coup là où on le connaît tous à cet endroit-là en fait à la base. Parce que j'étais pas au courant des histoires de centre-ville. Au départ, on est rue Alsace-Lorraine. Là où il y a la boutique du stade aujourd'hui. D'accord. Voilà.
Au départ, on est là et je te dis, et un mois après, on prend les gilets jaunes et les rassemblements des gilets jaunes qui étaient là à ce moment-là tous les jours, tu vois, ben, sont à 10 mètres de nous. Donc en fait, les clients ne peuvent plus venir après un bon démarrage. Et c'est là que je dis, ben, il faut partir. Et on se retrouve sur le golf. Ok, ok, d'accord. Et là, on est à peu près sur l'épisode 2019-2020. Bon, il y a un épisode connu 2019-2020 qui est le Covid. Ouais. Les restaurateurs, ils ont été un peu bousculés par tout ça. Comment toi, tu as fait pour survivre? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça t'a coûté de l'argent? Est-ce que tu as réussi à faire des choses qui ont fait que tu t'en es bien sorti finalement? Ou est-ce que ça a été très dur? Ouais, tu sais, je suis d'un tempérament où quand il y a des difficultés, j'aime bien me battre. Voilà. Et j'aime bien me dire, bah, tu vas pas te laisser bouffer. Donc dès qu'il y a eu la période Covid, mon truc, ça a été de réagir très vite. Et j'étais déjà au conseil d'administration du MEDEF, et donc j'avais quand même des infos en amont, donc j'avais anticipé un peu. C'est l'avantage de MEDEF aussi, c'est d'avoir des infos bien en amont. Pour les entrepreneurs, c'est un bon guide. Euh, à ce moment-là, le MEDEF m'a sollicité pour les aider au national à négocier les aides. À l'époque, S1, S2, S3, les aides pour toute la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, tout ça. Et donc, je me suis mis à fond là-dessus. Tu vois, ce côté, cette envie d'être utile pour toute la restauration, tout le métier. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les députés la nuit. Tu vois, je faisais des rapports, je prenais les infos à droite, à gauche, je remontais toutes les infos de tous les MEDEF et je travaillais avec les députés pour négocier les aides pour chaque activité. D'accord, donc les restaurateurs de France pourraient te dire presque merci Thomas. Pas que moi, mais effectivement, j'ai fait partie de ces groupes-là. Mais je n'étais pas seul, hein, on était plusieurs, mais j'ai fait partie de ces groupes-là. Okay. Et là, je me suis vraiment senti utile. Et puis, j'ai été utile pour moi aussi, parce que quand tu es utile pour les autres, tu es utile pour toi. Mais ça a été une période archi intense, en fait. Une période où je n'ai pas trop réfléchi, parce que j'avais comme but, c'était aussi préparer la suite de chez moi. Tu vois, on a digitalisé tout le groupe à ce moment-là. Je me suis dit, ben, ça va changer, il va se passer des choses maintenant. Là, tu as fait du click and collect, ça veut dire? Ouais, on a fait du click and collect, mais on a digitalisé aussi tout le groupe. Nos plannings, nos caisses, tout a été digitalisé. On en a profité de la période pour vraiment tout digitaliser, revoir nos achats, revoir les techniques de service, les formations. Donc, on a vraiment bossé avec mes équipes, on a vraiment bossé et en pro et avec le MEDEF pour le soutien. Et après, oui, tu perds de l'argent. Période Covid, tu perds de l'argent. Moi, avant Covid, j'étais parfait, j'étais au top, tout allait bien. Derrière, tu redémarres, c'est plus compliqué. Et on a eu la chance quand même d'avoir le PGE qui nous a bien soutenus. L'État était vraiment sans calculer pour la suite sans doute, mais on peut leur reprocher plein de trucs, mais en tout cas, ils nous ont sauvés. Et après, tu peux revenir sur les modalités de règlement, de remboursement de PGE qui sont beaucoup trop courtes, sur plein de choses. Mais en attendant, on a quand même été accompagnés sur cette période. Oui, qui ont fait mal à des restaurants qui ont... Mais l'effet qui se coule, il est après, en fait. Hein. Ouais. Mais comme j'ai dit, quand tu rembourses 25% de ton chiffre d'affaires en 4 ans, ça ne marche pas, quoi. Nos métiers, tu fais environ 5% de résultats. Pour parler un petit peu chiffres sur les restaurants en globalité, déjà de 1, en tant qu'humain, combien ça te coûte? C'est-à-dire En tant qu'homme, combien ça te coûte en fait de gérer un groupe avec 200 salariés? Il faut faire des concessions, je suppose, sur plein de choses. Combien ça coûte? Parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais jamais... On parle humain, là. Eh ouais. Bon, tu sais, j'aime bien dire, je le dis souvent d'ailleurs, ça ressort que l'humain est la plus belle richesse de l'entreprise. Et être dirigeant aujourd'hui, c'est vraiment un dévouement, quoi. C'est dur, je trouve. C'est dur parce que on est dans un pays où fiscalement c'est compliqué. On est avec des crises, des guerres, des conflits, en fait, tout ce que tu veux qui fait que tout est dur. Donc aujourd'hui, entreprendre, c'est vraiment quelque chose de fort, je trouve. Et pas assez valorisé. Donc humainement, ouais, ça coûte. Humainement, quand tu lances ton entreprise, que tu as un projet en tête, que tu as envie d'y aller, de réussir, tu donnes ta vie, quoi. Tu donnes ta vie, tu tentes tout, tu fais des erreurs, tu chutes, tu te relèves. Et c'est celui qui chute le plus, qui se relève le plus, qui passe le cap, en fait. Donc humainement, c'est dur, ouais. C'est dur. Et d'ailleurs, on ne parle pas assez aujourd'hui du mal-être ou de la solitude des dirigeants, quoi. Et après, tu as les équipes aussi avec toi, pour qui des fois c'est dur aussi. Et puis, il faut arriver à, si tu veux, compenser toi pour que se sente mieux, parce que c'est le moteur de ton projet. Et donc, humainement, c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, moi, j'ai dévoué ma vie à ma partie professionnelle, en donnant un espace à ma fille qui est ma priorité. Hein. Je peux tout arrêter pour ma fille, honnêtement.
Mais voilà, j'ai essayé de naviguer là-dedans, voyant mes amis qui venaient beaucoup me voir dans mes restos, du coup, et tu travailles 18 heures par jour, 20 heures par jour, 7 sur 7. Et ça, c'est 20 ans de ma vie, en fait. C'est 20 ans de ma vie, mais j'aime ça. Je me suis éclaté, j'ai eu des belles réussites, j'ai eu des échecs. Et puis par contre, j'ai réussi à naviguer avec ça et j'ai appris à naviguer avec ça. Et puis, je te dis, j'aime bien le combat aussi. Donc, quand je me suis planté, je m'en suis servi pour essayer de rebondir, quoi. Ok. Et du coup, gérer ce groupe-là de 200 personnes, comment tu le fais au quotidien? C'est quoi ta technique de chef d'entreprise pour gérer un groupe? C'est d'être bien entouré avec des gens meilleurs que toi. Ça, c'est la base. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas tout maîtriser. Donc, moi, je me suis entêté à prendre des gens meilleurs que moi. Que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit en contrôle de gestion, en RH, en tout, j'ai des gens meilleurs que moi. Voilà. Et à moi de les fédérer, de piloter le truc et de leur donner les bonnes stratégies, le bon guide, d'être proche aussi, et de motiver tout le monde. Mais tu peux pas tout faire tout seul. C'est pas possible. Tu peux pas être le meilleur dans tout. C'est pas vrai. Et toi, par contre, tu dois être un bon stratège, un bon pilote financier, et puis tu dois avoir une vision, tu dois anticiper. Et quand tu as les bonnes personnes, elles permettent d'avoir de la hauteur pour que toi, tu puisses anticiper la suite et toujours avoir un pas d'avance sur le reste. Et on a fonctionné comme ça a été ma devise. Et à chaque fois que j'ai gagné un peu d'argent, que j'ai évolué, j'ai essayé de prendre une personne de plus, meilleure que moi dans un secteur d'activité. Voilà comment j'ai commencé. Et si on devrait avoir le conseil de Thomas Fantini pour une personne qui souhaite ouvrir son restaurant l'année prochaine, Ouais. qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil, s'il y en a un, deux ou trois, en oubliant celui de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement? Alors, déjà, je vais le féliciter parce qu'ouvrir un restaurant aujourd'hui, c'est chaud. Donc, bravo. Deuxièmement, je vais lui conseiller d'avoir pris beaucoup d'expérience dans des restaurants connus, où il y a des clients, beaucoup de clients, des gens qui sortent, où il va se faire un réseau, un relationnel déjà. Ça, c'est le premier truc. Parce que si tu n'as pas l'emplacement, il va falloir que tu fasses venir les gens. Donc, il faut être une personnalité. Et puis surtout, il faut être très bon dans les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la cuisine, le service. Et donc, ça, quand tu dis la cuisine, c'est les achats, c'est le bon produit, c'est le bon cuisinier, le petit détail, Au bon prix. au bon prix. Donc, c'est les bons achats. C'est le service, c'est l'accueil. C'est le petit détail en plus de fidélisation. C'est la proximité client. Donc, si tu veux, moi, je trouve qu'ouvrir un resto aujourd'hui, soit tu es un champion du monde et tu es né, ben, il y en a, hein, tu as Antoine Dupont au rugby, ben, voilà, le Oui. mec, il est comme ça. Soit tu as vraiment eu tous ces panels-là d'expertise, d'expérience pendant des années où tu as cumulé. Et très tôt, tu t'es dit, bah, il faut que je sois bon en service, il faut que je sois bon en cuisine, il faut que je sois bon en achat, il faut que j'ai du réseau. Et là, après, c'est pour monter mon resto. Moi, ça a été mon parcours, ça, en fait. Je voulais monter des restos, je voulais monter un groupe. Donc, très vite, je me suis dit, il faut que tu maîtrises tout ça très vite. Et je me suis fait mon réseau. Et à cette époque-là, on sortait beaucoup. Le soir, on ferait des coups, pam pam, et tu commençais à construire ton histoire comme ça, quoi. Ok. Et il y a un chiffre qu'on ne dit pas souvent, c'est celui de combien il t'en reste à la fin. Ah, Parce que, ben, on va dire qu'on fait un bon resto avec une belle bouteille de vin, un beau menu, etc. Il y en a pour 100 euros. Combien de toi, restaurateur, il t'en reste réellement? alors, ce que j'ai oublié de dire sur le truc d'avant, c'est qu'en fait, il faut fournir aussi une expérience au client. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que le client vive une vraie expérience dans la restauration. C'est fini le truc où tu viens manger une bonne table et tout. Non, il faut une vraie expérience. Il faut qu'il se passe un truc au-delà de l'assiette. Combien il reste à la fin? Alors, sur mon long parcours de restauration, je pense que je suis passé de 12 à 15% à aujourd'hui entre 2 et 3%. C'est-à-dire que sur 100 euros, il te reste 2 à 3 euros. Voilà la réalité aujourd'hui de notre métier. Pour les meilleurs, il se reste entre 5 et 8%, donc 5 et 8 euros. Ça, c'est pour les meilleurs. Pourquoi? Parce que, la matière première a fortement augmenté. Deux, la masse salariale aussi a augmenté. Et c'est un métier où tu as besoin de monde en fait, pour servir, pour produire et servir, plus que dans d'autres métiers. Donc, tu as une valeur ajoutée plus faible. Et en plus, aujourd'hui, on est submergé de normes, de contrôles, d'obligations qui font que ça te coûte une tonne, quoi. Et puis, tu prends l'énergie, tu prends des variations, des fluctuations de clientèle, parce qu'une fois, tu as une guerre, une fois, tu as une crise, une fois, tu as une canicule. La canicule, elle est terrible aujourd'hui pour les conneries. Et donc, aujourd'hui, ta marge de manœuvre, elle est très, très, très serrée. C'est pour ça qu'il faut être bon dans tout, en fait. Et je te dis, aujourd'hui, la moyenne nationale du résultat en France en restauration, c'est entre 3 et 5%, quoi. C'est que dalle. Et la
le travail fourni pour faire 100 € de chiffre d'affaires, je trouve que 3 à 5 € de résultat, c'est pas assez, quoi. C'est un travail de dingue, la restauration. Comme d'autres métiers, d'ailleurs. Hein. Mais c'est un travail de fou. Et ça doit être mieux rémunéré, quoi. Ok. Putain, c'est super intéressant parce qu'on a l'impression forcément que les restaurateurs, ils prennent une marge énorme et tu as l'impression que tu prends une bouteille de vin à 30 €, elle leur coûte 3 €. Mais en réalité, il y a tout le personnel derrière, le cadre, le lieu, le loyer. Les loyers, c'est beaucoup les charges, tout. Ouais. Les impôts, tout. Non, aujourd'hui, c'est plus un métier à forte valeur ajoutée. Voilà. Et donc, je te dis, et très normé. Très normé. Donc, très, très dur. Et d'ailleurs, tu vois toutes les affaires qui pètent. Hein. Oui, il y en a énormément. Et du coup, de ce côté-là, toi, de ton côté, je sais que tu es président du CFA de Bagnac. Ouais. J'ai travaillé d'ailleurs, j'ai donné cours. Très bien. Il y a il y a quelques années. Et comment tu fais pour passer ce message-là à des étudiants? Tu as formé, si je ne me trompe pas, 25 000 étudiants depuis sa création, à peu près. Comment tu leur passes ce message-là? Allez-y, les gars, la restauration, c'est super. Par contre, vous n'allez pas gagner grand-chose, mais motivez-vous à y aller. En fait, bon, déjà, le président, le CFA de Bagnac, ou la CFA, parce qu'on l'a féminisé d'ailleurs, la Cité des formations, c'est un CFA qui appartient au MEDEF. Et donc, qui était en difficulté, pareil, en 2020. Du coup, le MEDEF m'a demandé d'y aller. Et pour moi, c'est l'avenir de notre métier, tu vois. Aujourd'hui, on manque de personnel, on a une tension sur les recrutements. Et donc, on a besoin de CFA forts, on a besoin d'apprentis, d'apprentissage pour construire l'avenir de notre métier. Donc, j'y suis allé plein tube. Et le premier truc que je me suis dit, c'est, en fait, on a un métier extraordinaire et il faut donner de la passion avant tout. Avant la technique, il faut passionner les gamins. Et il faut qu'ils aient des exemples, en fait. Je suis beaucoup dans la culture des champions, tu vois. Quand quelqu'un a réussi dans un truc, il faut qu'il vienne en parler et qu'il transmette. Et donc, on est dans la transmission. Et donc, au-delà des cours classiques, de la technique que tu peux apprendre et tout ça, ben, on fait venir beaucoup d'intervenants. On valorise énormément le CFA. On a fait une très, très belle image pour que les gens soient fiers d'être au CFA. On a refait tout le bâtiment avec des outils extraordinaires, un bar et tout. Vous avez un bar magnifique. Hein. Ouais, t'as vu, le bar, pour ceux qui regardent, on mettra un petit plan de coupe du bar du CFA. Le bar, on dirait vraiment qu'on est plein centre-ville, Capitole, et un beau bar en bois. Enfin, c'est magnifique. C'est ce que je voulais parce que le bar, les sommeliers, le matériel, les cuisines, le resto, en fait, il faut que les jeunes se retrouvent dans un environnement qui soit valorisant pour eux, dans lequel ils ont envie de travailler, dans lequel ils se sentent bien, qui est à la hauteur de ce qu'ils sont. Parce que dans l'avenir, ça va être des personnages importants, quoi, pour notre métier. Donc il faut être à la hauteur de ça. Et puis surtout, il faut qu'ils aient les outils actuels. Parce qu'on te forme souvent avec des outils qui sont qui sont has-been pour la suite, quoi. Donc là, ils ont vraiment les outils actuels qu'ils vont retrouver dans n'importe quelle entreprise, donc ils sont prêts à travailler. Et puis c'est eux qui font aussi à manger directement au self. Bien sûr, il faut à manger au self, donc ils sont en pratique en permanence. Il faut à manger au restaurant. Ils font des cocktails quand on fait des réceptions d'institutionnels ou autres. C'est les cocktails qui font ça. Les sommeliers font le service aussi au resto. Il y a les fleuristes qui travaillent. On a créé une banque alimentaire. On a créé, avec la banque alimentaire, une épicerie solidaire parce qu'on a des gamins en difficulté. Moi, ça me rend fou, ça. Donc, où les gamins peuvent acheter pour pas grand-chose de quoi manger, se nourrir et même des produits d'hygiène et tout, jusqu'aux produits d'hygiène. Parce que là aussi, on se doit les accompagner en dehors aussi. La situation économique fait que des fois, on a des gamins en grosse difficulté, donc on ne doit pas les oublier, ceux-là. On a un gros sujet d'inclusion chez nous. On travaille aussi sur l'handicap. Et donc tout ça, tout cet environnement fait qu'il y a un état d'esprit où, ben, tu vois, il se passe un truc, quoi. Et c'est ça la vie qu'on doit, en tout cas, le savoir-être et les valeurs qu'on doit véhiculer et transmettre. Combien ça coûte pour quelqu'un qui voudrait manger au CFA de Bagnac? Parce que en réalité, les gens ne savent pas forcément qu'il y a un restaurant là-bas et qu'on y mange plutôt bien, en plus, pour pas forcément super cher. Ouais. Comment ça se passe? Comment on fait pour réserver une table? Bah alors, il faut réserver, il faut appeler parce qu'il y a quand même beaucoup de monde entre les apprenants, les formateurs et on a des gens extérieurs. Donc, sur le self, à midi, bah, tu payes entre 5 et 8 euros. Et c'est super. Oui, non, mais je valide. J'ai mangé quelques fois, c'est super. Top. Et là, tu vois, sur la partie self, on les forme aussi à cette restauration-là, qui existe et qui doit exister, mais aussi à la restauration collective et tout. Parce qu'on travaille aussi avec la restauration collective. Et après, tu as la partie resto qui est ouverte le mardi et le jeudi, sur réservation, tu peux manger entre 30 et 40 euros. Et je t'assure que c'est c'est de la bonne cuisine, quoi. Ah oui, c'est du gastronomique, hein. C'est très très bien. Ouais. Ouais.
Et du coup, Thomas, il y a quelque chose qu'on aborde rarement en tant que chef d'entreprise, parce qu'on est très, je trouve, dans le chef d'entreprise, très dans l'ego, le j'ai réussi, etc. Et on camoufle souvent une partie du parcours. Et cette partie du parcours qu'on camoufle, c'est généralement les échecs. Ouais. Toi, de ton côté, tu as sûrement eu des échecs. J'en ai eu plein. Ok. J'en ai eu plein, je t'en parlais tout à l'heure, l'échec quand j'ai repris ici déjà à Pergola. Au bout de 2 ans, ben, tu vois, le manque d'humilité ou la jeunesse, il ne faut pas avoir peur de dire ça, ben, je me suis planté, donc j'ai dû redémarrer à zéro. J'ai eu un gros échec en 2013 aussi. 2013 avec un gros burn-out. Et d'ailleurs, j'ai pas eu peur d'en parler derrière et je suis assez fier d'en avoir parlé parce que c'était très tabou et c'était une marque de faiblesse pour tout le monde et plein de chefs d'entreprise m'ont dit Thomas, tu n'aurais jamais dû en parler, c'est pas bon pour ton image et tout. Et en fait, je m'en foutais parce que ça m'a permis d'évacuer. Et là aussi, je me suis dit, ben, ça t'est arrivé, par contre, t'en es sorti, il faut que ça serve aux autres. Là, en 2013, on a quasiment tout perdu, j'ai redémarré à zéro aussi. Soyons clairs. Allez, le capitaine du bateau tombe. Qui c'est qui gère? Peut-être Eric, du coup, qui était Ouais, quand alors, même il y là. avait Eric, il y avait Coralie qui avait moi aussi depuis 20 ans. Ils ont bien tenu la baraque. Christophe Marion qui était là aussi et qui maintenant est au CFA avec moi. Ok. Donc les équipes, tu vois, je les ai gardées. On est restés fidèles. J'estime qu'on fait comme. Mais 2013, ça a été un bel échec. Et puis après, tu prends des échecs. Covid est un échec en fait. Et puis il y a des concepts que tu lances qui sont des échecs qui ne marchent pas. Financièrement, ben, tu as des hauts, des bas. Voilà, ben, moi, j'ai connu tout ça. J'en ai eu beaucoup. Et en fait, c'est pas tabou, j'en parle pas mal. Je trouve que ça fait la partie de notre vie, que ça existe. Tu sais, aux États-Unis, l'échec, c'est souvent une preuve de réussite future. Oui. Et moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu un échec, je me suis construit. Je me suis remis en question. Je suis allé chercher une autre force. Et plutôt que de le subir, je me suis dit à quoi ça va te servir? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon et vas-y. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. C'est trop tabou en France. Aujourd'hui, tribunal de commerce, les gens ont peur d'y aller et tout. Aujourd'hui, le tribunal de commerce, c'est là pour t'aider, quoi. Au départ, il n'est pas là pour te tuer. Donc, il faut y aller en amont, anticiper avant. Et la phase de redressement, elle peut te servir à remonter. On a plein d'exemples comme ça. Oui, on peut remonter. Ça reste une phase de redressement qui est quand même assez Qui est dur. fermée et très dure, parce qu'il faut tout justifier, Bien etc. sûr. C'est très complexe, mais mine de rien, ça peut sauver beaucoup d'entreprises. Et du coup, ça te sauve. Moi, je connais plein de chefs d'entreprise qui, du coup, ont vachement appris sur cette période-là, ont appris des nouvelles techniques, ont appris à optimiser, ont appris à mesurer, et ont appris de leurs erreurs, en fait, et derrière, ont explosé de nouveau. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Ça fait partie de nos vies. On a le droit de se planter. Tu sais quoi? En vélo, quand tu tombes plusieurs fois, eh bien, au bout d'un moment, tu commences à pédaler. Et bien, c'est pareil, l'entreprise. Tu peux te planter, c'est pas pour ça que tu vas pas réussir. Et donc, en France, on a cette peur de l'échec qu'il faut sortir de nos esprits. Avoir un échec, c'est poser des fondations supplémentaires pour la suite. Donc, n'ayons pas peur de se planter. On a le droit de se planter, c'est pas grave. Voilà ce que je dis. Et toi, après un échec, tu as un espèce de rituel, tu as quelque chose que tu fais, et tu dis, bon, ok, ça a été un échec. Ou alors peut-être une entreprise où tu vois qu'elle va vraiment pas bien, et tu as peut-être repris aussi des entreprises qui vont pas. Qu'est-ce que tu fais pour dire, ok, là, on va dépoussiérer, et je vais remettre la machine en route? En fait, quand tu as l'échec ou quand tu sens que ça prend pas et tout ça, parce que ça peut arriver, tu as des bonnes idées, tu te dis waouh, mais bon, tu n'as pas trouvé le bon lieu, tu n'as pas trouvé la bonne équipe, tu n'as pas trouvé ci, bon, voilà, ça prend pas. Il y a deux choses. Il y a soit tu te dis, ben, j'y vais parce que je sens que je peux y arriver à rétablir et tu reposes tout et tu reprends tout de A à Z. Tu te dis, est-ce que j'ai fait l'erreur là, là, là? Et tu tires ton premier constat. Je suis capable de rétablir ou non, il vaut mieux arrêter. Des fois, tu sais, il vaut mieux se couper un bras. Moi, il m'est arrivé d'arrêter des affaires, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai préféré arrêter parce que je sentais que j'arriverais pas à la remonter. Et donc ça fait partie de ma vie en fait. J'en ai arrêté 2, 3 comme ça. Et j'ai perdu de l'argent. Et c'est pas grave. Et bien j'ai mieux géré à côté, je me suis remis dans le match et je me suis refait l'argent et j'ai redémarré. Mais tu vas au bout de tes trucs. Premier truc, le constat, comme je te disais. Je pense que je peux rétablir. Ou les voyants ou les process peuvent me faire rétablir. Ou je peux pas rétablir, il vaut mieux arrêter. Ouais, il faut pas avoir peur. Ok, même si c'est une décision qui fait pas plaisir, de dire, bon, ben, il faut accepter de dire, là, c'est un échec. Bien sûr, qui fait pas plaisir, qui te met en difficulté, qui moralement est dur. Mais par contre, si tu te mets dans la tête que c'est notre vie et que c'est comme ça et que ça arrive, et c'est pas pour ça que t'es pas bon, au contraire, tu vas être meilleur même. Parce que tu as appris quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie de nos vies et ça fera toujours partie de nos vies. Ok, et toi, de ton côté, est-ce que tu penses que le chef d'entreprise, le dirigeant, doit se faire accompagner? Parce qu'on voit souvent des dirigeants se faire accompagner par des coachs en management,
des coachs en prise de parole, par des super experts comptables, des super assureurs, des super avocats. Comment on doit s'entourer? Est-ce qu'il y a des entourages qui sont vraiment obligatoires? Alors, on peut parler d'experts comptables, par exemple, mais est-ce qu'il y a des entourages qui sont moins obligatoires, mais qui, pour toi, sont vraiment nécessaires? Mais alors, au même titre que je disais tout à l'heure que l'équipe est primordiale et qu'avoir des gens meilleurs que toi dans chaque segment, c'est primordial, si tu n'es pas entouré, tu ne peux pas y arriver, soyons clairs. Donc aujourd'hui, il te faut le bon cabinet d'expertise comptable. Moi, en 2006, quand je me suis planté, je me suis rapproché de mon cabinet d'expertise comptable et j'ai retravaillé plein de process, des reporting, des outils de reporting, de suivi, de contrôle. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes, on est très proches, ils me suivent depuis le début. Très bon avocat, parce que juridiquement, tu auras toujours des problèmes, soyons clairs. Ça, c'est la base. Et du coup, j'aimerais aller sur ton dernier épisode, le plus récent, parce que là, actuellement, on filme, on est quoi? On est le 15 juillet, je crois, Ouais. si je ne me trompe pas. Mi-juin, il s'est passé quelque chose? Avant mi-juin. Avant mi-juin? Alors, Ouais, tu vois, tu as un problème de date. On est le 16 juillet on est le aujourd'hui. 16 juillet. On est le 16 juillet. Et le 11 juin, j'ai été élu président du MEDEF 31. Ok. C'est ça que tu voulais? J'étais sur du mi-juin. Ah Voilà. ouais, tu vois. Voilà. Et ouais, c'est la suite de 6 ans de vice-présidence MEDEF. Tu vois, après Covid, le MEDEF Pierre-Olivier Naud, l'ancien président, m'avait demandé d'être dans son équipe en vice-président. Donc j'ai fait 6 ans là-dedans où je me suis éclaté, je me suis senti utile. J'aurais pas dû être président là, mais il y a eu une demande. On m'a sollicité pour y être. Et je t'avoue que je voulais aller au bout de la machine. Je voulais continuer à enclencher le travail qui avait été initié par l'équipe de Pierre-Olivier. Je pense qu'on est dans une période économique difficile où il faut qu'on se batte. Et voilà, je voulais me battre, quoi. Je voulais être au combat, je voulais être solidaire, je voulais fédérer autour de moi des équipes assez costauds dans tous les segments de trucs. Et puis me battre pour mon territoire aussi. Je suis très fier d'être toulousain. Je suis très fier d'être de Haute-Garonne ou du Sud-Ouest en général. Mais voilà, moi je pense qu'on a une richesse en Haute-Garonne qui est extraordinaire. Cette métropole de Toulouse, elle est fantastique. Il y a des compétences énormes, il y a des personnalités énormes et je crois qu'elle mérite d'être très haut. Et voilà, tout ça fait que j'ai voulu y aller. Et je me suis engagé à 10 000% d'entrée d'ailleurs, dès le jour même. Mais tu es rentré en 2018 au MEDEF. Qu'est-ce qui fait que tu veuilles te compliquer encore plus la vie? Parce que tu faisais déjà des choses en 2018. Tu Ouais. apportais déjà ta patte. Et là, tu dis, je vais apporter 10 fois plus. Mais tu sais, j'ai toujours voulu être utile en fait. Je sais pas pourquoi j'étais délégué de classe gamin, j'ai été président du BDE en école de commerce. Après, j'ai été dans d'autres syndicats patronaux où j'ai été actif aussi. Et puis le MEDEF, ça avait du sens. Et puis le MEDEF aussi, ça m'a permis de m'enrichir professionnellement. Parce que quand tu es au contact de gros patrons d'entreprise qui te parlent, parce qu'il y a une proximité, on est proches. Tu vois, ils m'ont fait grandir aussi. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont impressionné. Enfin, j'étais impressionné par eux, donc j'écoutais beaucoup. T'apprends. Et je me suis enrichi de leurs compétences, de leurs idées. Et puis, tu vois, j'ai grandi. Et puis, du coup, tu as envie d'aller plus loin. Tu as envie d'être toi aussi utile. Tu as envie de transmettre demain. Et donc, voilà comment le parcours il se fait tout le temps. Et puis, petit à petit, tu maîtrises les dossiers, tu es dans le truc. Et puis, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de te battre. Et puis, après, il y a une notion de territoire. Et puis, les politiques te font confiance des fois. Donc, tu travailles avec eux. Et puis tu te fais enclencher dans un truc où c'est le parcours normal, quoi. Et puis maintenant, je découvre le national. Le national, je me dis, waouh, Thierry Marx vient de m'élire au conseil d'administration du MEDEF. Pour l'UMI, c'est moi qui représente Thierry Marx, c'est le président de l'UMI, le syndicat de la restauration de l'hôtellerie. OK. Donc il m'a nommé à moi comme mandataire de l'UMI au MEDEF, tu vois, pour le national. Et donc, tu rentres dans un truc où tu te sens vraiment utile et tu te dis, ouais, là, ça a du sens, là. Je fais quelque chose pour les autres, c'est bien. Je suis utile à mon métier, je suis utile pour l'avenir, je suis utile pour mon territoire, ma ville, je suis utile pour les salariés parce qu'il ne faut pas oublier que sans eux, on ne fait rien. Et puis tous les jours, du coup, tu as envie de te battre, quoi. Tu as envie d'y aller et tu as envie d'être fort et de réussir tes challenges, quoi. OK. Et du coup, ce MEDEF, qu'est-ce que tu voudrais dire à un entrepreneur qui a une petite boîte, qui a moins de 30 ans, cet entrepreneur-là, qui voudrait aller au MEDEF? Comment est-ce que tu lui dirais que c'est vraiment le bon endroit pour lui? Tu sais, le MEDEF, ça fait toujours peur dans l'esprit. On se dit, ouais, c'est un truc vieux, il n'y a que des gros patrons. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas et ça sert à quoi, en fait? Alors, déjà, pour casser les codes, dis-toi que aujourd'hui, 88% des adhérents du MEDEF, c'est des TPE-PME. La moyenne des entreprises adhérentes, c'est 45 personnes. Et c'est souvent des 9, 10, 12 personnes. Et l'avantage, c'est d'avoir les 12% de grosses boîtes qui te donnent du poids, du coup, et qui peuvent accompagner aussi les parcours de dirigeants en interne.
puisque ça reste une grande famille finalement. Et on est souvent en proximité. Le MEDEF, c'est quoi? C'est une centaine de mandats aussi. C'est des présidents SURSAF, Prud'homme, Tribunal de commerce, CPM, tout ce que tu veux. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est 350 personnes qui siègent dans ces instances-là et qui défendent la voix de l'entrepreneur. Puis le MEDEF, aujourd'hui, c'est aussi les fans du MEDEF, qui marchent très fort. Mais c'est aussi le COMEX 40, c'est les jeunes. Et les jeunes, aujourd'hui, sont en train d'exploser. Parce qu'on a plein de pépites, il y a plein de gens qui ont besoin aussi d'avoir l'enrichissement des parcours des grandes boîtes ou de ceux qui ont un peu d'expérience comme moi et qui ont navigué. Du coup, tu rentres au contact de ces gens-là et tu as de la proximité qui se crée, parce que tu les croises dans les événements, dans les commissions, dans mon truc. On a la chance à Toulouse d'avoir un des COMEX les plus forts de France, si ce n'est le plus fort. Donc, on a plus de 100 jeunes entrepreneurs qui sont au COMEX du MEDEF et qui font la richesse du MEDEF et qui rafraîchissent tout parce qu'on les écoute beaucoup. Moi, j'ai rentré Vincent Furlan, notre président, au bureau du MEDEF, à mon bureau. Et donc, en fait, cette communauté fait que le MEDEF, aujourd'hui, c'est surtout, comme je dis, moi, j'aime bien le dire, c'est une famille fédérée, une famille d'entreprises fédérées, famille d'entrepreneurs et de gens qui s'aident, qui s'entraident, qui se soutiennent, des gens qui apprennent et des gens qui défendent aussi leur territoire, chacun à son niveau, hein, chacun comme il peut, et des gens qui se rencontrent. Voilà. Et donc, le MEDEF a beaucoup évolué. Beaucoup. Et donc, ce jeune entrepreneur, s'il veut venir et s'investir dans le MEDEF, comme toi tu le fais, tu t'investis à ta hauteur et lui, il pourrait s'investir à sa hauteur, quelle est la première chose que tu pourrais lui dire de faire? Déjà, de venir rencontrer les équipes. On a un bureau qui est top avec des gens qui sont là pour déjà expliquer ce qu'on fait, présenter tout ce qu'on fait, et après participer à une soirée pour découvrir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à être adhérents dans un syndicat professionnel, dans un syndicat patronal, parce qu'on doit être fédéré, parce qu'on doit être nombreux. Plus on sera nombreux, plus on sera influent, plus on sera puissant, et plus on pourra défendre nos entreprises, quoi. Et donc, après, tu te le fais comme tu peux, tu vois. Chacun a ses rythmes de vie dans l'entreprise. Il y a des moments où tu peux pas être dispo parce que tu lances ton entreprise et que tu es à fond dans le match et tout ça. Mais au moins, tu as les infos de tout ce qui se passe. Et puis, si tu as un problème, tu peux solliciter. On a des services juridiques. Oui, parce qu'il y a une aide juridique comprise à l'intérieur qui est complètement gratuite. Et pas que juridique, social, tout. Il y a plein de choses, en fait. Ça, c'est un des sujets que je vais devoir faire connaître un peu plus, d'ailleurs. Et puis, on va négocier des choses au national, tu vois. On négocie plein de choses. Donc, c'est bien aussi de se dire, je suis soutenu. Et puis, tu n'es pas seul, quoi. La solitude de l'entrepreneur, quand tu démarres ou quand tu es en difficulté, c'est chaud, quoi. Et là, tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul, quoi. Et on ne doit pas être seul. C'est pour ça que je dis on doit être nombreux là-dedans. Et puis, en plus, tu payes en fonction de ta taille de ton nombre de salariés. Ouais. Voilà. Et puis, tu fais du réseau. Il ne faut pas se mentir aussi. Hein. Quand tu rencontres du monde, quand tu fais connaître ton entreprise, tu développes ton entreprise aussi. Donc voilà, donc un jeune aujourd'hui, il a tout intérêt à venir, il a tout intérêt à s'y impliquer très vite parce que, en plus, tu peux trouver des voies où tu donnes du sens à la suite d'une carrière. Tu vois, il peut y avoir aussi des moments de vie où tu t'embêtes un peu dans ton entreprise et tu te dis, je vais m'investir un peu dans une commission et tout parce que ça va me changer les idées et puis ça va aussi me servir pour moi. Donc voilà, ton parcours MEDEF, il est celui-là. Moi, je suis rentré jeune au MEDEF, je suis rentré au COMEX d'ailleurs. Et je m'attendais pas à être rentré au COMEX 40? Ouais, il y a des conditions pour rentrer dans ce COMEX 40 ou est-ce que tu peux dire, je suis motivé, j'ai envie de me la donner, je veux rentrer dans le COMEX 40? Ouais, non, tu peux rentrer dans le COMEX 40. Le tout, c'est, il n'y a pas trop d'entrepreneurs chez nous, mais après, dès que tu as une petite boîte, à partir de 3 ou 4 salariés, tu peux commencer à venir. Et tu peux solliciter le MEDEF et avoir la présentation et adhérer quand tu veux. Après, il y a des décisions, les conseils, on a des règles très claires sur les adhérents qu'on veut, tu vois. L'idée, c'est de ne pas avoir des gens aussi qui sollicitent nos adhérents tout le temps parce qu'on est là, des choses, elles doivent se faire naturellement. Oui, c'est le réseau du Sud-Ouest. C'est le réseau du Sud-Ouest. Et n'oublions pas qu'il y a MEDEF Occitanie aussi. Donc on est tous liés. On travaille avec les CCI, les CMA, on travaille avec tout le monde. Donc vraiment, c'est très, très enrichissant. Et dans un parcours d'entrepreneur, dans un parcours de dirigeant, je pense que c'est un atout d'être au MEDEF. Sincèrement. Et que ça amène beaucoup de choses. Et puis on a les infos un peu en avant. Donc tu peux anticiper aussi dans ta façon de gérer, dans ta stratégie. Tu vois, on a des tendances, on a plein de choses. Donc, ça t'aide dans ton parcours. OK. Et du coup, dernière question, parce que justement, tu as réunion au MEDEF là. Quel est ton prochain sommet? Mon prochain sommet, c'est-à-dire? Le prochain défi, le prochain sommet que tu t'es dit, parce que là, tu en as fait quand même un joli, un gros quand même.
Et bon, normalement, quand on arrive en haut d'un sommet, on en vise un autre. Est-ce que toi, de ton côté, tu te dis, ben, mon sommet, ça va être celui-là. C'est ça que je vais aller faire. Je t'avoue que là, c'est plein de challenges en fait. En prenant une présidence de MEDEF, quand tu es restaurateur, avec une entreprise, avec plusieurs sites, hein, parce que moi, j'ai quand même une dizaine de sites à gérer au total, si c'est pas plus d'ailleurs. Le premier sommet, le premier challenge, c'est d'arriver à faire marcher tout ça. Pour le moment, je suis bien accompagné. C'est un projet d'équipe. On est bon. Tout va bien. Le deuxième sommet, ça va être d'être à la hauteur de l'ancienne présidence du MEDEF et d'être utile et d'amener des choses. Là, tu vois, on vient d'avoir une première réussite. On a créé le conseil économique, qui était un sujet que j'avais porté pendant les élections. Je m'étais battu pour avoir ça. Et bien, on l'a créé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir participer aux décisions économiques de la métropole et au financement. Donc ça, c'est une vraie avancée. On est les seuls en France, quand même, à avoir obtenu ça. Et donc, je suis très content. Et en plus, on a fédéré avec les fédérations bâtiments, industrie, les CMA, les CCI et tout. Le deuxième sujet, ben, on a un gros sujet. Nous, on est enclavé dans Toulouse. On n'a pas la LGV encore. La navette Air France a été un peu dégradée. Donc, j'ai un peu tapé du poing. Et on commence à négocier avec eux. Ils sont plutôt open à la discussion pour réaménager la desserte. Et on a besoin de ne pas être enclavé à Toulouse. On doit être totalement désenclavé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est battu à la LGV. La LGV, il faut qu'elle arrive vite. Voilà, donc on a quand même pas mal de sujets. La fiscalité aussi va être un vrai sujet. Aujourd'hui, les boîtes, elles sont asphyxiées. On est tous asphyxiés. Si tu veux donner du jus, si tu veux créer de l'emploi et donner des bonnes conditions à tes collaborateurs, il faut arrêter de nous asphyxier. Et il faut arrêter de dire que l'entreprise est le levier d'ajustement des finances qui sont mal gérées par un État, quoi. On est d'accord. Honnêtement, il y en a ras-le-bol, quoi. C'est nous qui payons pour les autres alors qu'ils gèrent mal. C'est leur faute. C'est à eux d'assumer et de revoir leur logiciel, de revoir leur façon de gérer. Nous, on ne doit pas être le levier d'ajustement. Ça suffit. On n'en peut plus, quoi. Donc voilà, ça, c'est des vrais challenges sur lesquels j'ai envie de me battre. Et j'ai envie de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir être un peu plus safe quand ils vont créer une entreprise, d'avoir des conditions plus agréables que ce que j'ai pu connaître moi ou ce que je peux connaître en ce moment. Voilà, ça, c'est des vrais challenges, tu vois, qui me plaisent. Après, j'ai pas de vision. Tout le monde me parle de plein de choses au national, machin. Non, j'ai pas de vision aujourd'hui. Je veux déjà faire bien ce que j'ai là. Mais partout, je pourrais être utile, j'irai. Étape par étape. Étape par étape, exactement. Super. D'abord, tu poses bien tes fondations, après tu construis. Super. Ben, Thomas, merci. Merci Robin. Super. Et ben, merci à tous d'avoir regardé, écouté ce média. Et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao, ciao.